Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers supporters. Le PSG ne l'a pas fait, le PSG a été vaincu. Le PSG a donc perdu cette finale contre Munich 1-0. Paris devra-t-il vivre avec des regrets ou alors Paris n'avait-il aucune chance? On va en parler, on va revenir en long et en travers sur cette performance et on fera un petit bilan de la saison et sur quoi il faut faire l'année prochaine pour pouvoir enfin la gagner. Ou faut-il se baser sur cette édition ou faut-il tout changer? On en parle ce soir avec un petit nouveau qu'on va présenter tout de suite. Ludovic, bonsoir. Bonsoir à tous. Très content de participer à cette première émission, surtout après un événement pareil. Je suis très content donc que Bastien m'ait proposé de participer à cette émission. Lionel, bonsoir. Salut tout le monde. Et Drayas. Bonsoir tout le monde. Donc on va revenir évidemment sur cette défaite contre Munich, 1-0 en finale de la Ligue des Champions. Je vais vous demander votre impression générale sur ce match. Est-ce que vous pensez que Paris a été à la hauteur de l'événement ou est-ce que Paris a été un petit peu petit bras? Drayas, ton avis sur cette performance collective sur ce match? Pour moi, il y a vraiment deux mi-temps. Il y a une première mi-temps où Paris a réussi d'une manière assez inexplicable à être au niveau de Munich tout en n'étant pas forcément au niveau football. Et une deuxième mi-temps où on a tout simplement subi Munich et il n'y a rien d'autre à dire sur le score. Enfin, j'entends quand on entend Thomas Tuchel dire qu'on pourrait se prendre un but et que c'était le premier but qui allait permettre quoi que ce soit, on aurait mis un but, on serait pris une déferlante sans nom. Donc sur la première mi-temps, tu y as cru un peu? Sur la première mi-temps, ouais. Sur la première mi-temps, j'ai des espoirs parce que. Mais bon, on va revenir un peu plus après dessus, mais c'est juste que. Je pense que si tu t'amuses à comparer les expected goals en première mi-temps, on doit être à la même. Au niveau des occasions, on en a au moins le même nombre que Munich. On est au moins aussi dangereux qu'eux. Après, on perd la bataille du milieu tout en ayant deux milieux qui sont performants. Enfin, pour moi, j'ai trouvé Paredes au moins très bon dans les 20 premières minutes. J'ai vu trouver Herrera très performant. Donc c'est assez inexplicable, mais on faisait jeu égal tout en faisant pas jeu égal. J'arrive pas à trouver une manière mieux de définir ce qui s'est passé en première mi-temps. Lionel, est-ce que pour toi le plan de jeu de départ a été le bon? Est-ce que ça a été bien appliqué? Et ensuite sur la lecture du match Moi, je trouve qu'on a fait honneur à la Ligue 1, c'est-à-dire mettre le bus derrière, refuser de jouer un peu. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'on a manqué d'ambition. Alors, peut-être parce que le Bayern a su passer dans le psychologique avec les dernières prestations qu'on a pu voir contre Chelsea, Barcelone et Lyon. Mais je suis un peu déçu de l'approche du match du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'on a été beaucoup trop bas. En plus, il y avait une grande distance entre notre défense et notre attaque, ce qui fait que notre milieu de terrain avait du mal à sortir pour presser. Après, je ne suis pas vraiment d'accord avec Draya sur l'analyse de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, on a eu des opportunités, mais j'ai pas vraiment trouvé qu'on a été au niveau du Bayern parce qu'à aucun moment on a su, contrairement au match précédent, imposer un peu notre tempo, c'est-à-dire qu'on a fait que subir le rythme que le Bayern voulait mettre en place. Et à la mi-temps, pour être tout à fait honnête, je me disais, si on arrive à gagner cette Ligue des Champions, ce serait un exploit. C'est-à-dire que je ne voyais pas comment, en continuant dans ce rythme-là, surtout en voyant par exemple un joueur comme Neymar presser autant, alors que ce ne sont pas même Mbappé qui quand même défendait pas mal, c'est des joueurs qui n'ont pas un gros volume de jeu, qui sont plutôt explosifs. Et de leur voir faire autant d'efforts défensifs, je me suis dit que à la 60e, 70e, il n'aurait plus de jus pour pouvoir trouver la solution, et c'est ce qu'on a pu voir en fin de match. Donc, à la mi-temps, j'étais plutôt pessimiste sur la fin de match. Ludovic, toi tu rejoins plutôt l'avis de Drayas ou de Lionel? Moi, je suis plutôt de l'avis de Drayas pour le coup. Je vois très bien l'analyse des demi-temps. Si je rentre un tout petit peu plus dans les détails, moi, je suis déjà pas très triste de cette défaite et je trouve déjà que le PSG a été à la hauteur de l'événement. Alors, le PSG, donc je ne rentre pas dans les cas individuels, mais collectivement, déjà, pour moi, on était à la hauteur de l'événement. Le Bayern nous a craint, ça s'est vu. On a évidemment craint le Bayern, mais le Bayern nous a craint. Ce qui explique cette première mi-temps, à mon sens, où on était au niveau, c'est peut-être ce que Drayas n'arrive pas à dire avec des mots, mais collectivement,
Je t'aime, Ludovic. Continue comme ça. Mais en tout cas, collectivement, je suis plutôt content. On n'est pas passé à côté du match. On n'a absolument pas mouillé, ce qui a pu nous être reproché à juste titre par le passé. Donc collectivement, je suis plutôt content. À mon sens, vraiment, l'échec se joue sur des détails sur cette finale. Et les deux échecs de ce match, on y reviendra sûrement plus tard, ils s'appellent Neymar et Mbappé, qui sont passés à côté de leur finale, à côté des gestes qu'il fallait faire. Et c'est là-dessus que j'ai un regret à avoir. Mais collectivement, à mon sens, on a été à la hauteur de cette finale, à la hauteur du Bayern. Et honnêtement, je ne suis pas très triste après ce match. Puis-je, Basto, essayer de trouver les mots et possiblement répondre à Lionel? Je dis vraiment pas qu'on a eu le même niveau, moi, que le Bayern en première mi-temps. Clairement, il y avait une meilleure équipe sur le terrain. Mais en dépit du fait, c'est juste sur la nature des occasions qu'on s'est créées. C'était pas juste de vagues contre-attaques où tout à coup il y a une chatte, où il y a une erreur adverse, etc. Tu avais des quarts de millième de seconde qui étaient laissés par le Bayern, on a réussi à les exploiter. Je pense notamment à la passe de Paredes, je pense à un déboulé de Mbappé, je pense au tir de Neymar entre les jambes de Neuer qui te sort un arrêt. Sur ce coup-là, j'ai limite l'impression que c'est la chatte. Mais en gros, ce qui est très perturbant sur cette mi-temps, c'est qu'en dépit du fait qu'on était moins bon que le Bayern, on arrivait à être aussi bon que le Bayern. Et c'était ce paradoxe-là, en fait, que j'essayais de mettre en lumière. Je ne dis pas qu'on avait le niveau du Bayern, et là-dessus, je rejoins assez Ludo. C'est qu'on a vu un Bayern qui, en première mi-temps, faisait gaffe, était pas tout à fait à son aise. Et nous aussi, on faisait gaffe, on n'était pas tout à fait à son aise. La deuxième mi-temps, pour moi, est une faillite. Mais la première mi-temps mérite d'être mise en avant et de la disqualifier comme un Perry qui n'a pas osé y aller. Pour moi, c'est y aller un petit peu fort de café. Mais au-delà de la performance de la première mi-temps, est-ce que le plan de jeu de base qui était de jouer avec un bloc bas, d'attendre et un peu de contrer comme une équipe de Ligue 1 peut jouer contre nous, était celle qu'il fallait faire? En l'occurrence, si tu t'amuses à regarder les résultats à la mi-temps, oui. Pourquoi? Parce que tu es capable de produire le même match du début à la fin et tu commences pas à reculer comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Parce que le bloc était bas, mais on n'était pas non plus acculé à nos 20 mètres. On était dans les 30-40 et on avait des choses à faire valoir. Donc c'est trop simpliste de dire que voilà, on était juste un bloc bas et on allait se faire punir. Non, on a réussi à créer de réelles opportunités tout en proposant le jeu qu'on a fait. Moi, je suis bien d'accord avec toi, Drayas, là-dessus. Pour moi, le plan de base était très bon. Honnêtement, on a bien abordé le match et oui, la tactique de départ était, à mon sens, même la seule viable quand on affronte ce Bayern. Une équipe qui était une machine. Et avec nos forces qui ne sont pas des. Non. Je pense que Lionel, tu voulais dire que le plan de base du PSG, la deuxième mi-temps découle de la première, c'est-à-dire qu'ils nous ont permis de nous étouffer, de garder le rythme, et du coup en deuxième mi-temps on finit par reculer et craquer, c'est ça? En fait, ce qu'on a vu du match Bayern-Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on voit lorsqu'il y a Paris Saint-Germain contre, je sais pas moi, Rennes, les équipes, peut-être pas Rennes, parce que Rennes, ces dernières années, a posé des difficultés, mais Paris Saint-Étienne, etc. C'est-à-dire avec des équipes qui tiennent une première mi-temps et qui sont capables de mettre des contres. Alors, ils ont malheureusement pas la chance d'avoir des joueurs talentueux comme Neymar, Mbappé, Di Maria devant, donc ça ne va pas aussi loin dans les occasions qui se créent face à nous. Mais c'est-à-dire que on a là où contre, alors peut-être l'Atalanta un peu moins, mais même contre l'Espig où on a pu imposer notre rythme et on a beaucoup de gens critiquent, même Ludovic a critiqué la prestation de Neymar et Mbappé. Et d'autres personnes ont encensé la prestation de Coman, mais j'aurais souhaité qu'on regarde à partir de dans quelle zone Neymar et Mbappé recevaient les ballons et dans quelle zone Coman reçoit un ballon. C'est-à-dire que Coman reçoit souvent les ballons dans le dernier tiers, donc toujours dans une position où il est capable d'aller provoquer un contre un, là où Neymar et Mbappé, chaque fois qu'ils recevaient un ballon, il y avait 2, voire 3, même des fois 4 joueurs dans leur zone sans qu'ils aient un point d'appui ou une personne qui puisse leur permettre de jouer en remise, ou etc. Donc, excuse-moi, Lionel, mais je suis pas. Après, vas-y, Lionel, fini. Et donc, ok, on finit la mi-temps avec 0-0, on se fait des occasions, parce que de toute façon, quand tu as une force de frappe comme celle du Paris Saint-Germain, tu vas te procurer des occasions. Mais c'est vu après en seconde mi-temps, c'est-à-dire qu'on a eu tellement
Enfin, nos joueurs offensifs partaient de tellement loin qu'en seconde mi-temps, ben, il y avait beaucoup d'échecs techniques parce que ben, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de faire autant de courses, autant d'efforts. Et on n'a pas su les mettre dans une position où ils étaient capables de créer un peu plus. Alors, oui, le Bayern a craint un peu le Paris Saint-Germain parce que ben, contre Lyon, qui n'a pas la force de frappe du Paris Saint-Germain, ils ont subi pas mal de contre-attaques. Ils ont concédé pas mal de contre-attaques et ils savent pertinemment que contre le Paris Saint-Germain, ce genre d'erreur peut payer cash parce que c'est encore plus fort devant. Mais j'ai pas senti, enfin, peut-être on a eu une ou deux occasions où je me suis dit, ah, peut-être que si on avait mis, ça aurait changé la physionomie. Mais je n'ai pas senti à aucun moment que le Paris Saint-Germain a pris l'ascendant ou pouvait prendre l'ascendant sur le Bayern de Munich pendant ces 90 minutes. Ludovic. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Lionel, mais sur la première mi-temps, je ne te rejoins pas sur les énormes occasions. On en a deux, clairement, de grosses occasions. La première occasion de Neymar en début de match et l'action de Mbappé juste avant la mi-temps. Ce ne sont pas des exploits individuels où ils ont dû effacer ne serait-ce qu'un ou deux joueurs. C'est quand même des occasions très franches. Et ils n'ont pas réussi le geste technique qu'il fallait au moment où il fallait le réussir. C'est Neuer qui a réussi le sien. Neuer, alors on y reviendra, on est tombé sur ce match sur un des 5-6 meilleurs gardiens de tous les temps qui a cette année retrouvé son niveau. Mais au-delà de ça, Mbappé, je suis désolé, la frappe de Mbappé juste avant la mi-temps, elle est ridicule. C'est vraiment un geste technique raté et Elle vient d'une perte de balle d'Alaba. Après, c'est pas Paris qui non plus l'occasion tout seul. oui, mais ce n'est pas, en tout cas, justement, ça ne vient pas après un exploit individuel, ça reste. Mais ça vient après une erreur grossière adverse. C'est pas une action mais là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Déjà, pour moi, il y a un truc qu'on oublie de prendre en compte et qui est importantissime, c'est qu'on a vu un Bayern d'un niveau qui était dantesque, y compris en première mi-temps. On n'a pas vu du tout le Bayern qui a joué contre Lyon, qui offrait des largesses défensives. Et j'insiste là-dessus, c'est trouver des espaces. C'était des quart de milliseconde où tu pouvais trouver un espace. Je suis d'accord avec toi, Lionel. Dans l'approche du match, ils ont été bien plus agressifs, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est le Bayern. Ils ont presque parmi les meilleurs à chaque poste. On peut parler du match Alcantara. Le seul qui a déçu sur ce match, c'était Davis. Et il a déçu d'une manière très relative. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu son duel contre Kerrer, mais en fin de match, il existe. On parle d'une équipe qui était à un niveau extraordinaire, une équipe qui a dominé toute la saison. Et en dépit du fait de jouer une équipe qui avait dominé toute la saison, et en dépit d'avoir joué une équipe qui ne faisait pas les mêmes erreurs que contre Lyon, on a su trouver des espaces. Passo, là, tu étais en train de nommer, oui, une erreur de relance d'Alaba, mais l'erreur de relance, c'est aussi quelque chose qu'on a provoqué. On peut parler aussi de l'action de Neymar, qui est une action qui, elle, est construite. On peut parler de la déviation de Paredes avec cette passe génialissime, qui va trouver un espace qui permet à Mbappé de se projeter et de créer une opportunité. Et tout ça, ça a été créé en dépit d'une équipe qui était vraiment rodée, qui ne faisait pas les erreurs qu'elle a pu faire en demi-finale. Et ça a existé. Et ces occasions, elles ont existé. Elles ne sortent pas de nulle part. C'est pas juste, tu ne peux pas les réduire à une erreur adverse. Je n'ai pas parlé de Alves, c'est Bastien qui a parlé. Mais ce que je dis par là, c'est que je trouve on critique beaucoup le match de Neymar et Mbappé, mais je trouve que dans ce match-là, on les a mis dans une situation. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas critiqué le match de Neymar et Mbappé. Ça, c'est Ludo. Oui. Ludo. Moi, je ne les ai pas critiqués. Ouais. Et je trouve que ce sont deux joueurs qui sont très bons dans le dernier tiers. Or, déjà en première mi-temps, Neymar, qui était soi-disant une position de 9,5, était plus collé à la défense centrale du Bayern. Il y avait un gap entre lui et les milieux du Paris Saint-Germain. Et Mbappé, pareil, je n'ai jamais vu Mbappé redescendre, défendre autant, faire autant d'efforts. Et ce sont des joueurs qui ont besoin de cette lucidité pour être bon offensivement. On le voit avec un joueur comme Cavani qui, lui, a beaucoup plus de volume de jeu. Quand il fait ce travail-là, devant, il est moins... Mais tu es face au Bayern, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas faire ces efforts-là face au Bayern, parce que le Bayern, c'est une équipe qui est vraiment complète, qui est vraiment OP, quoi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas faire ces efforts, je dis que si on avait réussi à monter notre ligne de récupération, parce que je vois bien, c'est dommage, je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ça, mais moi j'ai l'impression que la ligne de récupération du Bayern était au niveau de la ligne médiane, alors que la nôtre était peut-être 3-4 mètres plus haut que nos 18 mètres. Donc, non, tu exagères un petit peu, Lionel. On était un petit peu plus haut que ça, mais je suis d'accord. Ouais.
Oui, bien sûr. Mais alors moi, attention, je critique Neymar et Mbappé dans le sens où ils n'ont pas mis le but qu'aurait pu en tout cas nous conduire vers la victoire, notamment en première mi-temps. Mais contrairement aux bêtises que j'ai pu entendre en dehors, je ne critique pas Neymar et Mbappé sur le reste. Je veux dire, je ne suis pas pour les défoncer, pour les critiquer. Ils sont passés à côté de leur dernier geste, mais comme tu l'as dit, par contre, ils étaient impliqués. Neymar est descendu, Mbappé a très bien défendu. Pour moi, voilà, c'est dommageable. Ils ont raté leur match offensif, mais j'ai pas envie de les critiquer plus que ça. Je veux dire, au-delà de ce match, ils ont juste raté, voilà, les gestes qu'il fallait. Mais je ne les critiquerai pas en dehors de On cela. reviendra sur les performances individuelles après, mais oui, donc mais c'est assez marrant parce que quand on lit les différentes lectures de ce match, que ce soit dans les médias ou chez les supporters, il y a des lectures très différentes. Pas sur la seconde mi-temps, mais sur la première. Il y en a Non, qui non, non, étaient... pour moi, il faut vraiment différencier Oui, les oui, deux non, mais mi-temps. c'est ce que je dis. Faut C'est sur vraiment la les deuxième mi-temps, différencier. tout le monde était d'accord, mais sur la première, il y en a qui ont dit que c'était bien, il y en a qui ont dit que c'était pas bon d'entrée, qu'on avait joué un plan, comme l'a dit Lionel, un peu en Ligue 1 frileux. J'ai lu plein de fois l'avis de Lionel. Non. Et j'ai lu d'autres avis aussi qui disaient qu'effectivement Paris avait bien réussi sa première. Donc c'est très rare d'avoir autant de divergences au sein d'une même population de supporters Mais parce que, sur une analyse d'une mi-temps. mais honnêtement, la première mi-temps, elle est buggante. On joue moins bien, mais on fait jeu égal. C'est comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas l'expliquer de manière rationnelle? C'est impossible. Mais est-ce que la seconde mi-temps ne découle pas de cette première pour Munich qui nous a étouffés vu qu'on avait plus d'écart entre nos lignes, des Sans sous-nombres? doute, sinon il dans aurait les fallu zones. qu'on soit capable de fournir les mêmes efforts et on n'a pas été capable. Et à un moment, il y a eu un tout petit relâchement et ce petit relâchement a été fatal et Munich s'est engouffré dans la presse. Du coup, je vais pouvoir faire une transition sur Tourelle. Donc, il y a Lionel qui n'est pas d'accord sur l'approche du match, Rayas et Ludo qui défendent cette première mi-temps. Ludo, je vais te lancer. Est-ce que pour toi, Tourelle a réussi son match dans l'approche, puis ensuite dans la lecture du match et son coaching? Alors, dans la lecture du match et son approche, oui, même si à mon sens, ce n'est pas non plus divin ce qu'il a fait dans le plan de jeu. Je pense que c'est ce que n'importe quel coach aurait mis en place. Et il avait les joueurs pour. Donc là-dessus, oui. Par contre, sur son approche en deuxième mi-temps et sur ses remplacements, non, à mon sens, il s'est littéralement planté. Enfin, je suis absolument pas un fan d'Icardi, comme Basto, tu le sais. Ne pas le faire rentrer à 20 minutes de la fin, faire rentrer Draxler à la place de Sarabia. On sentait qu'à la fin, c'était en fait quand même un énorme n'importe quoi une fois qu'on a pris le but. Et donc, une bonne approche de match, mais par contre, autant je trouve que l'équipe ne s'est pas affolée. Lui, à mon sens, il s'est complètement affolé sur ses remplacements. En gros, pour toi, il avait la bonne approche, mais il n'a pas su réagir une fois que Paris Exactement. n'était plus. Exactement. Lionel, toi, ton avis sur la performance de Tourelle? Je sais pas, enfin, moi, je suis pas d'accord avec l'approche. Après, la première mi-temps, ils sont à 0-0. On va dire que ça peut lui donner raison, mais je trouve quand même qu'on a été un peu trop frileux. Je trouve on a manqué un peu d'agressivité. Je l'ai vu plusieurs fois, et ça, on peut pas dire le contraire, quoi. Au lieu de presser, parce qu'on a vu Neymar entamer un pressing, et les milieux de terrain, eux, reculaient, repartaient derrière, et au lieu d'accompagner Neymar dans le pressing. Et les deux ou trois fois où on a décidé de presser un peu plus haut, c'est les deux ou trois fois où le Bayern a fait des erreurs dans les transitions et qu'on récupère et qu'on arrive à se C'est proclamer. pas des erreurs, hein, Lionel. C'est Hein? qu'on arrive à les prendre de vitesse. Non, non, notamment le Mbappé, c'est clairement une erreur sur un gros pressing parisien. Oui, parce que le pressing. Bah, c'est ce que dit, c'est que quand on a pressé, on les a forcés à faire des erreurs, mais on l'a pas assez fait. Donc, dans l'approche, moi, je trouve qu'il n'a pas été. Enfin, qu'il aurait pu mieux faire. Et dans ces changements, le souci, c'est que pour moi, c'est même pas Draxler à la place de Sarabia. C'est-à-dire que quand on voit l'état physique de Verratti, que ce soit contre Leipzig, même contre le Bayern, je pense qu'il n'était pas prêt, malheureusement, pour jouer ce genre de match. Et valait mieux finir le match en 4-4-2, c'est-à-dire avec un milieu à plat et capable de jouer un peu plus haut, et, euh, et faire entrer un Icardi et recentrer, comme il s'appelle, Mbappé à ses côtés, de façon à libérer un peu plus Neymar dans le jeu et avoir plus de joueurs autour de lui. Parce que quand il a fait entrer Draxler et Verratti,
le milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain, c'était no man's land. Et la preuve, même après le but du Bayern, je pense que le Bayern a réussi à conserver la possession. Et on voyait souvent nos joueurs étaient à 3 mètres du porteur du ballon ou de celui qui allait recevoir le ballon. On n'était pas capable de faire monter le bloc pour, pareil, presser et récupérer le ballon plus rapidement. Et ce qui fait que je crois qu'en fin de match, on a dû se procurer quoi, une ou deux occasions, l'action de Marquinhos et puis l'action de Neymar pour Choupo-Moting. Mais c'est trop peu en 30 minutes de jeu alors qu'on était mené à 0. Mais après, je ne suis pas vraiment déçu parce que pour moi, le Bayern était vraiment au-dessus. Et même au niveau des qualités des deux côtés, je trouve que le Bayern a tout plus que nous. Mais je trouve qu'on n'a pas eu cette envie d'aller quand même montrer autre chose, de montrer les qualités. On a plus eu envie de ne pas prendre ce but qui allait nous condamner et puis voir si sur un contre ou sur quelque chose comme ça, on peut en mettre un peu. Bon. Voilà. Alias. Je vais invoquer les chiffres, mais c'est toujours ce débat sur la première mi-temps. C'est en première mi-temps, si tu t'amuses à comparer les expected goals, on en a autant que le Bayern, on a autant d'occasions franches et on a autant d'occasions. C'est les chiffres là, et je ne m'appuie pas souvent sur les chiffres, mais là je m'en appuie parce que après il y a un point de divergence sur la lecture de la première. Par contre, sur la lecture de la deuxième, je suis d'accord que les changements étaient trop frileux. Je suis d'accord que l'entrée sur le terrain était beaucoup trop frileuse. Et là-dessus, Thomas Tuchel n'a absolument pas su apporter les réponses. Alors après, est-ce que Thomas Tuchel a réussi à apporter les réponses en premier temps? On ne le saura jamais. Il y a vraiment un curseur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on était en train de jouer une équipe qui était injouable et que dans les faits, on a fait jeu égal pendant 45 minutes. Mais on a pu faire jeu égal que pendant 45 minutes, on s'est écroulé par la suite. Le coach a réussi à trouver aucune solution par rapport à ça. Les solutions qu'il a apportées, on a l'impression que c'était des redites des solutions de l'Atalanta Bergame. Il n'a pas pu faire preuve de plus d'imagination que ça. Donc clairement, il s'est planté dans la suite. Par contre, sur l'entrée, peut-être qu'il aurait pu faire mieux, peut-être qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Mais vraiment, il faut vraiment qu'on rentre dans notre ligne de lecture qu'on était en train de jouer une équipe qui était au meilleur de sa forme. Si on m'avait dit il y a une semaine que Dreyas serait moins sévère sur Tourelle que Lionel, là, oui, ça aurait été improbable. Mais après, il y a eu l'équipe de ce matin. Ah, il y a l'équipe de ce matin. Ah oui, juste Lionel. Donc j'avais fait la petite statue en cire ou en terre de Tourelle pour Dreyas. Dreyas l'a fracassé ce matin en lisant l'équipe. On en reviendra tout à l'heure. La statue n'a jamais été faite, mais je l'aurais fracassé avec plaisir. On va passer aux performances des joueurs. Donc, je voudrais juste terminer sur le Bayern. Je sais que Dreyas n'aime pas parler de chiffres, mais moi je vais quand même aussi m'appuyer dessus. On a quand même joué la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue des Champions. 4,2 buts de moyenne par match sur la Ligue des Champions. Une équipe qu'on a mis, voilà, certes, ce Barcelone-là n'est pas le meilleur de son histoire. Ils en ont passé 8 à Barcelone, ils en ont passé 8 à Chelsea sur 2 matchs. Ils en passent 3 à Lyon en faisant peut-être leur match le plus piteux depuis le déconfinement. On a quand même joué une équipe extraordinaire, une des meilleures de la décennie. Vous êtes tous d'accord sur la qualité de Munich. De toute façon, on est tous d'accord. Oui, donc vraiment c'était le grand favori avant cette compétition. Je veux juste rajouter quelque chose, c'est que moi, j'aurais préféré perdre 3-0 et voir une équipe conquérante qui se... première mi-temps. Ouais, je suis d'accord. Arrêtez de relancer, vous n'êtes pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord, mais c'est qu'en première mi-temps, on a tellement d'occasions, mec. On a vraiment beaucoup d'occasions. Et ce n'est pas des occasions venues de nulle part. Tu vois, les occasions, on les a. Après, on les a face à un Bayern qui nous pressait tout terrain, qui pratiquait à la fois le gegenpressing et le pressing tout court, oui, ils laissaient leurs 20 mètres derrière, mais dans leurs 20 mètres derrière, il n'y avait en réalité aucun espace. Et on parle de Neymar. Neymar, non seulement il avait 3 joueurs autour de lui, mais il n'avait pas seulement 3 joueurs autour de lui. Il avait 3 joueurs autour de lui, dont un était directement sur lui. Si jamais celui qui se ratait, il y en avait 2 autres qui étaient derrière. C'était un pressing hallucinant. Et en dépit de ces conditions, on s'est créé un nombre d'occasions, mais putain de conséquent. Alors après qu'on n'ait pas su tenir ça sur le match, ouais, mais dire que sur la première mi-temps, on n'a été que frileux, si on avait été que frileux, si on avait vraiment été une équipe de Ligue 1, si on avait été un Saint-Etienne contre PSG, mais jamais on a autant d'occasions en première mi-temps. Je suis plus ou moins d'accord parce qu'il y a beaucoup de matchs de Ligue 1 quand Paris, ne serait-ce que joue une équipe comme Lille ou joue une équipe comme Saint-Etienne, justement, où dans la première mi-temps,
Paris va être dominateur, mais l'équipe adverse va se créer 2 ou 3 énormes Non, c'est pas opportunités la qui ne même viennent chose. pas d'erreurs du PSG Non. et derrière sont étouffés sur la seconde puisque c'est une logique de la C'est pas première vrai, où ils c'est ont pas été vrai. fatigués. T'as pas... Il y a Non. énormément de matchs en Ligue 1 où c'est Non, ça. mais t'as pas autant d'occasions pour le Si. PSG et pour l'équipe T'as adverse déjà sur eu, la première mi-temps. Mais non, ah, si. c'est C'est arrivé plein extrêmement de fois. rare. C'est Ça arrivé a plein pu de se fois. produire. Ça a pu se produire. Là, on est d'accord, ça peut se produire parce que les équipes avaient bien préparé leur plan de jeu. Mais c'est quelque chose de rare. Et en l'occurrence, c'était le cas. Alors, voilà, moi, je peux pas adhérer à non, le match était mal préparé. En l'occurrence, le match était préparé. Alors, sans doute, on peut faire mieux, on peut imaginer mieux, mais le match était préparé de manière conséquente par rapport à l'équipe, par rapport à l'adversaire qu'on était en train de jouer. Et comme Ludo l'a rappelé, c'est une équipe qui, dans son état de forme actuel, est juste monstrueuse. C'est un mastodonte de la décennie. Et voilà, mais des matchs où l'équipe adverse se crée autant d'occasions que le Paris Saint-Germain en première mi-temps et explose en deuxième mi-temps, il n'y en a pas Je tant vais que ça. poser une autre question, Darius. Est-ce que c'est normal, après 2 ans, que même si le match a été préparé, Paris soit obligé même si ça a été réussi pour toi, de proposer des solutions aussi basiques, aussi primaires? Alors, il y a une vraie logique à ça, et elle est malheureuse, c'est la mauvaise construction du Paris Saint-Germain, la mauvaise construction de l'effectif avec des points faibles dans les effectifs. Le Bayern a énormément insisté, Davis a perdu son duel contre Kehrer, mais qu'est-ce que Kehrer a pris le bouillon. Il y a ce côté gauche a été mitraillé de tout feu par un Coman qui était dans un état de forme hallucinant. Il y a tu vois, on parle du milieu. Moi, j'ai trouvé Paredes. Je trouve que tout le monde a été extrêmement dur avec Paredes sur la première mi-temps. Moi, j'ai trouvé un Paredes qui était cohérent. J'ai trouvé Herrera qui était extraordinaire dans la première mi-temps. Et mais en dépit de ça, en dépit d'avoir des individualités qui arrivent à exister dans le milieu, on n'arrive pas encore à avoir un milieu. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu un milieu au Paris Saint-Germain? C'est un défi. C'est juste une équipe qui est en déconstruction totale. Et dans cette déconstruction totale, elle a réussi à exister. Contrairement, le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas réussi à le faire plus. Je vais juste répondre et après on peut passer à autre chose, mais je n'ai jamais dit que le match a été mal préparé, j'ai dit que la façon dont on l'a préparé ne me convenait pas, c'est tout. C'est-à-dire que... J'entends, mais est-ce qu'il y avait une autre possibilité face à cette équipe? Ben, c'est la question. C'est-à-dire qu'on on a joué avec Neymar qui était censé être 9,5 et 10, et dès qu'il touchait le ballon, si on revoit la première mi-temps, il est rare fois touché le ballon. Les seules solutions qu'il avait, c'était de pouvoir réussir à se retourner pour trouver Mbappé ou Di Maria. C'est-à-dire que dès qu'il recevait un ballon, il n'y avait aucun milieu de terrain autour de lui. Alors que de l'autre côté, tu avais les deux milieux du Bayern, plus les deux DC du Bayern. Donc chaque fois, il se retrouvait dans une position de 1 contre 4. Quand le ballon arrivait sur un côté pour Mbappé, c'était souvent la même chose, 1 contre 4. Et de l'autre côté, Di Maria, par miracle, on a trouvé Kerrer qui accompagnait un peu les actions. Mais j'ai trouvé en première mi-temps, même si on a réussi à surprendre les occasions, j'ai trouvé qu'on a manqué de, pas de tempérament, mais on a manqué de culot. On a été trop attentifs, on a eu trop peur du Bayern. De l'autre côté, certes, le Bayern avait peur de nous aussi, mais j'ai trouvé qu'on n'a pas su accompagner un peu plus nos joueurs offensifs. On ne vous mettra pas d'accord, de toute façon. C'est une première, je pense discussion qu'il faut passer à autre chose. qui peut durer longtemps si continue là-dessus. On va passer donc aux prestations individuelles maintenant. On commence par le gardien Navas. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation, Darius? Ben, moi, il a fait un gros sauvetage, il a été bon. Mais moi, dans l'attitude, j'avais préféré Rico, mais dans les faits, Navas est meilleur. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ludovic? Bis repetita avec Drayas, un gros match, le niveau de Navas depuis le début d'année. On ne peut pas lui reprocher le but. Non, il a été vraiment au niveau et moi j'ai confiance. Enfin, voilà, pour moi, le PSG en tout cas fait une de ses meilleures recrues de l'RQSI. On a enfin un bon gardien et Navas l'a prouvé depuis le début d'année. Lionel? Non, pareil, il a fait un très bon match. Après, le but de Coman, il ne peut rien faire. Donc, voilà. On va passer aux latéraux. Donc Bernat à gauche, Kerrer à droite. Donc, on a un peu déjà parlé de Kerrer. Ludovic, ton avis sur cette vidéo? Alors, sur Kerrer, j'ai été en fait assez ébloui par ces 30 premières minutes. J'ai trouvé bon pendant 30 minutes, au point même que je ne le reconnaissais pas. Et après, il a pris le bouillon contre Coman.
comme l'a très bien dit Drayas, et ça a été en fait encore une catastrophe de la part de Kehrer. Kehrer, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne comprends pas. J'ai l'impression que en fait, ce n'est qu'un joueur qui n'est seulement bon que dans un 3-5-2 quand il joue défenseur central droit. Et que en dehors de cela, c'est pas un joueur de foot d'une équipe du niveau du PSG. Après, enfin bon, il n'y avait que lui à faire jouer. De toute façon, c'était ou lui ou Dagba. Il n'a pas été au niveau. Et c'est dommage pour nous. Et Bernat. Alors Bernat, j'ai pas grand-chose à lui reprocher sur ce match. Il est quand même, quand on compare ce match-là avec celui contre l'Atalanta, il est quand même monté en puissance de manière assez rapide. Il a quand même quasiment pas joué de l'année civile 2020. Donc non, moi je suis plutôt satisfait de Bernat. En tout cas, dans le contexte physique dans lequel il était il y a encore 2 semaines. Lionel. Non, je suis assez d'accord avec l'analyse de Ludovic sur les deux jeux. Après, Kehrer avait un sacré client sur son côté. Et c'était souvent un contre un. Et comment un contre un, je pense que n'importe quel latéral droit souffre. Donc, c'est un peu dur de dire que défensivement, il a été mauvais parce que comment un contre un, c'est vraiment très très fort. Coman, ça m'énerve tout à l'heure, tu dis comment, mais c'est Coman. C'est Coman. Kingsley Coman. Non, C'est pas comment. c'est Kingsley Coman. Et Non, c'est Coman. Ah, attends, qu'est-ce qui vient des îles? Toi ou moi? Qu'est-ce qui quoi? Qui vient des îles? Toi ou moi? Ah, mais moi, je suis un homme des îles. Tu me connais Je pas. crois que Kingsley Coman ou comment avait dit que ça se prononçait comment et que Ah, ça l'énervait qu'on l'appelle Coman. Comment? Ouais, bah, mais moi, je dis Coman. Ça me perturbe depuis tout à l'heure. Lionel, Pardon, vas-y. Lionel, excuse-moi. On prononce Coman, mais il a dit qu'il accepte de dire Coman parce que les gens l'appellent Coman depuis le début de sa carrière. Mais au début, normalement, c'est Kingsley Coman. Voilà. Les hommes des îles. Donc voilà. Après, Bernat, je trouvais qu'il était très très bon jusqu'à sa sortie. Euh, Même défensivement, après, le côté droit du Bayern, c'est pas le côté le plus fort, mais il n'a pas été mis en difficulté. La preuve, je pense qu'on n'a pas vu, on n'a pas trop vu Gnabry pendant, pendant le match. Il a été très très bon, je trouve. Arias. Alors, déjà, Bernat, exceptionnel. Je crois qu'il a fait son meilleur match avec le PSG. Il a été, mais juste, il a été juste dantesque. Il avait une volonté de fou. Je pense qu'il jouait son ancien club et ça s'est vu. Il a mis l'extra miles. Il a fini, mais il était. Alors, on dit qu'il est sorti sur blessure, mais moi, il avait plus l'air d'être blessé au visage tellement il était rouge de la gueule. Et il était mais, complètement cuit. Et le mec, il s'est donné, mais comme un chien. Je ne l'ai jamais vu se donner à ce point-là. Il a peut-être moins fait de différence. Il ne faut pas oublier qu'il revient de blessure. Il a peut-être moins fait de différence devant que ce qu'il a l'habitude d'en faire. Mais dans l'attitude, il était prodigieux. Pour Kerrer, c'est à la fois un plus et un moins. Pas tout à fait pour les mêmes raisons que Ludo. Le plus le concernant, il s'est retrouvé dans une situation qui était invivable. Herrera a commencé à venir à l'aider à partir de la 35e, mais sinon il était régulièrement. Et le gros moins, c'est cette attitude qui consiste à défendre à 2 mètres de Coman, de surtout pas presser le mec. Et quand tu laisses 2 mètres à Coman, et ben, c'est fini, quoi. Ouais, Voilà. puis à l'arrivée qu'il y a une faute sur le but. Deux situations litigieuses qui peuvent être des pénaltys, qui ne sont pas sifflés, qui sont. Mais génial, il a gagné son duel contre Alphonso Davies. Mais à l'arrivée, il a pas le niveau. Il a juste pas le niveau. Sur le final 8, c'est le joueur, je pense, le plus insuffisant du 11. Oui, et puis même en termes de latéral droit, sur le final 8, c'est peut-être le plus faible. On va passer maintenant à la charnière centrale. Lionel, tu es toujours là? Oui, je suis là. Ah oui, pardon. À la charnière centrale, Silva, Kimpembe, qu'est-ce que tu as pensé du match de la charnière Drayas? Ah putain, Kim. Ah putain, ce Kim. Oh là 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 là. Le sauvetage qu'il fait à la 60e, l'attitude sur le terrain, cette capacité à tout le temps couvrir tous les côtés, cette capacité à relancer proprement, à savoir désengorger quand tu avais le pressing qui était fort et à trouver des solutions. Il a toujours son petit bug dans le match, mais déjà on est passé de 2-1. Il se fait plus prendre dans son dos. Kim Masterclass, le mec
tu sais, c'est au niveau technique, il n'aura jamais peut-être le niveau technique des 5 meilleurs défenseurs du monde. Mais s'il continue comme ça, il va finir par y arriver. Au mental, il est juste monstrueux. Une attitude guerrière, rien à redire. Silva, il y a un gros raté de Silva, notamment sur le but. Il y en a un deuxième, mais sinon, il a été impérial, il a été très bon. J'ai l'impression que Silva est infiniment meilleur depuis que tout à coup, il y a un autre patron qui est à ses côtés, que c'est plus lui le patron. Et la charnière est peut-être l'énorme satisfaction du match. Lionel, Non, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, on va pas faire plus long. Non, les deux, ils ont fait un très bon match. Et c'est vrai que Kimpembe, sur Final 8, ça a vraiment pris de dimension au niveau de la concentration, au niveau de ce qu'il dégage. Et on attend confirmation la semaine prochaine. oui. Pareil, rien à rajouter. Drayas a tout dit. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de faire mon éloge sur Kimpembe, hein, qui a été peut-être le meilleur défenseur central de tout le Final 8, toute équipe confondue. Que de progrès de Kimpembe, qui fait de moins en moins d'erreurs de concentration. Et il a surtout cette mentalité de winner. Et contrairement à ce qu'on a pu reprocher à Thiago Silva, les grands matchs le subliment et ça se voit. Donc c'est très très encourageant sur Kimpembe. Et comme l'a dit aussi Darius, ce sauvetage-là vers la 60e, c'est un des sauvetages qui valent un but. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et Thiago Silva, oui, pas grand-chose à lui reprocher sur ce match. Il était au niveau, comme sur l'ensemble du Final 8. Et finalement, cette prolongation de 2 mois, sur laquelle je reconnais que je n'étais pas favorable au début, nous a été positive quand même. Arrêtez de dire que Drayas a toujours raison parce qu'il est en train de prendre la grosse tête. Je vais tenter du coup. Drayas, arrête de boire. Il est seulement le premier à parler. On va passer au milieu de terrain. Donc Herrera, Marquinhos, Paredes, Ludovic, qu'est-ce que tu as pensé du match du trio? Eh bien, écoute, plutôt bon. Je regrette toujours de voir Marquinhos au milieu de terrain, mais c'est un joueur tellement extraordinaire qui fait le taf dans ce job de 6 parce que là, il n'a pas le choix. Après, à mon sens, il récupère des ballons trop bas de par son poste et il a fait le taf comme il sait le faire. Alors, quant à Paredes, c'est pareil. Herrera, quand même, quelle transformation depuis le premier match. Quelqu'un qui n'a pas joué de l'année. Enfin, j'ai été assez ébloui, moi, par le match d'Herrera, parce que, pareil, quand on voit de là où il vient, c'est quand même assez incroyable, cette façon de jouer, ce mastodonte qui est le Bayern de Munich. Et Paredes, je l'ai trouvé très bon en première mi-temps, puis il a commencé à gentiment couler en deuxième mi-temps, et je ne sais pas, honnêtement, en tout cas, si faire jouer ou non Verratti en première mi-temps aurait été la solution. Mais je trouve que ce milieu de terrain a fait quand même un travail au moins très convenable contre ce Bayern de Munich. Lionel. Je trouve qu'ils ont été à leur niveau, c'est-à-dire que ce pas des joueurs exceptionnels, mais ils ont tout donné. On voit tout de suite la différence entre une équipe qui a... Ça, putain, Alcantara, quoi. Mais... Oui, c'est qu'on voit tout de suite la différence entre un milieu de terrain comme Tara Goretzka et un milieu de terrain avec des joueurs qui sont bons, mais qui ne sont pas non plus des top players. Mais dans l'ensemble, je trouve ils ont répondu présent. Mais après, pour répondre peut-être à Ludovic concernant l'entrée, concernant est-ce que Verratti aurait été meilleur, je pense que son entrée apporte une réponse à quelque chose qu'il n'était pas prêt en tout cas, à jouer à un tel match. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Lionel. Il était prêt en découte avec l'arbitre, en tout cas. C'est ça. Comme d'habitude. Darius. Moi, je trouve que Herrera a été très très bon. Il a été très utile, notamment sur l'aile. Il venait aider Kerrer. Il a été relativement partout sur le match. Il y a des moments où il est discret. Mais mine de rien, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas vu un milieu qui était capable de proposer une solution d'appui pour relancer et être un petit peu placé plus haut. Je l'ai trouvé très utile. Paredes est très inégal sur ce match. Défensivement, il a du mal. Quand c'est dans sa zone, il est bon, mais dès que c'est pas dans sa zone, il est vraiment en PLS. Mais par contre, il a trouvé des passes en première mi-temps qui étaient extraordinaires. Après, il a complètement disparu. Et Marquinhos, il a été très bon. Mais Marquinhos, mine de rien, quand tu regardes la demi-finale contre Leipzig, qui coûte un carton jaune, mais clair et net à Kimpembe,
et il est clairement responsable. Ou c'est à Silva, je ne sais plus, et là, contre la finale, c'est à Silva. C'est-à-dire que il fait, mine de rien, sur ces 2 matchs, il fait une énorme erreur de concentration qu'il n'a pas le droit de faire en tant que milieu. Et le mec, il est censé être capitaine. Donc, à un moment, il va falloir qu'il up son game parce que là, c'était pas suffisant, en fait. Après, il est, je rappelle, à un poste qui n'est pas le sien. Et vraiment pas le sien. Et défenseur central et numéro 6, ce sont 2 postes qui n'ont rien à voir. Et je félicite quand même Marquinhos de ces matchs globalement au milieu de terrain parce que ce n'est absolument pas le même poste. Vraiment. On va passer au trio d'attaque. On attendait beaucoup de ce trio pour nous faire gagner cette Ligue des Champions. Est-ce qu'il a été au niveau Neymar, Di Maria et Mbappé? Lionel, ton avis? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ça a été au niveau, mais dans les rares occasions qu'ils ont pu avoir, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient donner. Et, je trouve qu'ils ont été un peu isolés devant et ils ont été surtout bien tabassés par la défense. Donc, oui, on pouvait attendre un peu plus, mais je pense qu'il a fallu que le collectif les accompagne un peu plus pour qu'ils puissent donner la pleine mesure de leur talent. Donc, je ne trouve pas qu'ils sont passés à côté de leur match, mais ils n'ont clairement pas fait un bon match. Andreas? Bah, je les mettrais sur un plan différent déjà. Il y en a un qui était moins chargé, enfin clairement. Kylian Mbappé, il avait en permanence 2 gardes du corps sur le corps. Neymar en avait 3, Di Maria en avait aucun et Di Maria n'a rien fait. Donc je les mets vraiment pas sur le même plan les 3. J'ai noté que Neymar a réussi une bonne frappe contre Neuer, mais clairement il n'a pas fait assez sur le match. Il est critiquable. Il était censé prendre le match sur ses épaules. On attendait peut-être à un certain moment, notamment en deuxième mi-temps, des solutions individuelles par lui qui ne sont, mine de rien, jamais venues. Mais vraiment, il était chargé. Mbappé a réussi à faire des différences. C'est pareil, c'était insuffisant. Mais mine de rien, il a fait des différences. Mais s'il y en a un qui vaut 2, c'est Di Maria. Un cri du cœur pour Di Maria. Non, c'est même pas un cri du cœur, c'est simple. Ludovic. Allez, je vais être encore, hélas, assez d'accord avec Drayas, même si Di Maria a été bon un quart d'heure. Si, il a été correct pendant un quart d'heure. De toute façon, c'est simple, avec Di Maria, on prend une pièce, on fait pile ou face. Pile, ça peut être le meilleur joueur du monde. Ce qu'on a vu contre Leipzig ou ce qu'on avait pu voir à l'époque contre Barcelone sur le 4-0. Et des fois, ça peut être face et on a un mec qui a à faire un niveau DH qu'on a vu sur toute l'année civile 2016. Là, on était plutôt sur le deuxième Di Maria. Donc, c'est dommage. Aux 2 autres, j'en ai déjà parlé, mais oui, ils avaient dans ce plan de jeu à la Deschamps, où c'est vrai qu'on pourra peut-être aller plus loin sur le fond, mais on n'avait pas un jeu. Oui, on n'avait pas un jeu extraordinaire. On a joué très pragmatique avec nos armes du moment. Et forcément, avec nos armes du moment, on en demandait beaucoup aux 2 individualités que sont Mbappé et Neymar. Et dans le dernier geste, ils n'ont pas répondu présent. Après, moi, je suis quand même plus sévère parce que je suis désolé, cette phrase de Mbappé avant la mi-temps, elle est scandaleuse. Déjà qu'il ne tire pas et qu'il cherche la passe, c'est le signe d'un attaquant qui n'est pas en confiance. Et son petit plat du pied pour Neuer, non, je suis désolé, là, je suis quand même très déçu de cette action. Et Neymar, bon, là, à la limite, il est tombé sur un énorme Neuer qui est de toute façon, à mon sens, quand même l'homme du match. Pour la frappe d'Mbappé, enfin, il faut voir que quand il donne le ballon à Herrera, il est en position de recul et je pense qu'il est toujours en train de reculer quand le ballon arrive sur lui. Et donc il n'attaque pas le ballon, il recule pendant qu'il frappe. Donc c'est très difficile de pouvoir mettre de la puissance sur ce geste. Parce que il faut bien revoir l'action, mais il est en train de reculer quand le ballon lui revient. D'accord, mais même avant de passer la balle à Herrera, il peut y aller tout seul et aller tirer. Pour moi, c'est pour ça qu'il y a une double erreur d'Mbappé sur cette action. Mais je trouve que Herrera aurait pu prendre aussi sa responsabilité parce que lui, il donne le ballon, enfin, quand il donne le ballon à Herrera, en fait, lui, il sort d'un dribble. Il est quand même accompagné par le défenseur. Il est vraiment dans une position optimale pour ne pas se faire confier ou autre. Alors que lui, quand il donne le ballon à Herrera, Herrera a vraiment une ouverture devant lui. Et je pense que c'est Herrera qui prend sa responsabilité aussi sur cette action. Après, pour Di Maria, moi, je vois bien aller voir le nombre de ballons qu'il touche dans le match. Mais je pense qu'il doit pas être à plus de 40 ballons. Nos 3 joueurs devant, même si
Dreyas dit qu'il ne faisait pas de prise à 2 ou prise à 3 sur Di Maria. Euh, Enfin, c'est pas vraiment vrai. Chaque fois que Di Maria touche le ballon, là, il y a même une action où je crois qu'il fait un double tipon sur Davis et un autre. Enfin, nos trois joueurs offensifs, dès qu'ils touchaient un ballon dans leur zone, ils se retrouvaient toujours avec deux, voire trois joueurs. Coman faisait l'effort. Il avait Davis qui était devant lui et sur son côté, je crois que c'était Goretzka ou il s'appelle Thiago Alcantara. Il Et était ils quand avaient- même vachement plus libre. Quoi? Il était quand même vachement plus libre que Neymar, par exemple. Oui, parce que ça serait bien que c'est pas lui le plan du Paris Saint-Germain, il faut couper la relation Neymar-Mbappé. Mais Di Maria, enfin, là où Di Maria ou même les trois recevaient le ballon, c'était rarement dans les 30 derniers mètres. C'était souvent à 50, enfin, avant la ligne médiane. C'est pas des, enfin, c'est l'équipe en face. En plus, sur le côté de Di Maria, il y avait Davis. C'est pas Di Maria qui allait prendre des vis de vitesse. Donc, je trouve que dire qu'il a été plus mauvais que les deux autres, je trouve que c'est un peu dur à ce sujet. Moi, je pense, et je pense que notamment, il a des fois été trouvé dans les 30 mètres et il a souvent fait le mauvais choix. Tu mets en avant une action où il fait des petits ponts. Je m'en souviens plus là, mais je me souviens d'un grand nombre de mauvais choix où il avait le temps. C'est vrai, là où je te rejoins, c'est qu'il n'a pas été beaucoup touché. Mais il a quand même été touché et très souvent, quand il a été touché, alors qu'il avait plus le temps que les autres, il a régulièrement plus déçu que les autres. Juste un petit mot supplémentaire sur Mbappé, je pense qu'il a un énorme cap à franchir dans les frappes en première intention. Il s'est beaucoup amélioré dans la finition quand il part en face-à-face, notamment cette année et l'année dernière. Il lui rappelle beaucoup de face-à-face il y a 2 ans, pour sa première année au PSG. Mais il a un gros problème dans les frappes en première intention. Il n'en fait pas assez. Quand il en fait, il n'a pas cet instinct tueur encore si on vraiment veut l'installer en pointe. On va passer sur un bilan toile complet. Est-ce que, vu la performance du PSG dans ce final 8, Tourelle mérite de repartir pour une année supplémentaire, ou voire mieux, mérite d'être prolongé, ou alors il faut changer dès maintenant le coach, Braias? Le truc, en fait, c'est que tu as oublié de nommer l'équipe du matin, en fait. Allez. Voilà, dans l'équipe du matin, on apprend que Thomas Tuchel veut un peu plus de pouvoir et qu'il aimerait bien prolonger Silva, qu'il aimerait bien garder Choupo-Moting, qu'il aimerait bien. Et le tout fait dans une manière qui n'est pas un coup de gueule, qui est juste un non, mais je veux et qui est fortement déplaisante. Et ça teinte forcément. Moi, j'avais une impression positive de Thomas Tuchel après ce Final 8. J'avais déjà défendu lors du précédent podcast le double match en fait, Atalanta, Bergame, Leipzig. Pour moi, il ne faut pas dire que Leipzig, il faut dire les deux avec une évolution dans les tactiques. Malheureusement, contre Bayern, on n'a pas vu l'évolution dans les tactiques, mais je ne vais pas lui en tenir rigueur parce que c'était le Bayern et qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est faire ce que tu peux faire de mieux face à ce Bayern-là. Mais mine de rien, il n'a pas réussi à aller au bout, il n'a pas réussi à concerner les joueurs pour être capable de poursuivre leurs efforts pendant leur deuxième mi-temps. Et il y a un vrai problème là-dessus, une vraie problématique de guéguerre avec le directeur sportif qui est toujours en train de mettre en place. Il avait mis en place à Dortmund, il continue de le faire là. C'est un entraîneur qui est fatigant et il est chiant. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu le laisses un an, tu le prolonges? Là, la situation, elle est foireuse. La situation est foireuse. Il y a plein de coachs sur le marché en ce moment, mais qui sont des coachs qui sont des mi-solutions. C'est-à-dire qu'Allegri, oui, c'est une solution, mais il y a quand même des sérieuses réserves. Pochettino, c'est une solution, mais il y avait la problématique des recrutements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a vraiment une meilleure solution ou pas? J'aurais tendance à le garder un petit peu, à vraiment, moi, si je reste sur mon impression de fan honnête, c'est de garder un petit peu et attendre vraiment de juger s'il est capable d'inscrire une certaine qualité qu'il m'a montré dans le Final que j'avais vraiment pas vu avant sur la durée et sur un championnat. J'aimerais le changer, mais je ne saurais pas par qui le changer. Donc, j'aurais tendance à le garder et vraiment le juger au mois de décembre. Ludovic. Pour moi, Tourelle, c'est un homme et un entraîneur qui m'agace. Il a fait plus d'1 an, donc je ne suis absolument pas fan. Donc déjà, non, je ne suis absolument pas pour le prolonger d'une année supplémentaire. Ça, c'est clair. Par contre, oui, je suis pour le laisser une année supplémentaire, plus par raison que par passion. Comme l'a encore bien dit Dreyas, mais oui, il n'y a que des mis-solutions ou des choses aussi d'ailleurs, on va dire, un peu, comment dire, utopiques,
ou du moins des solutions de recours, comme quand on avait pris Tourelle il y a 2 ans. Bon, il a fait un Final 8 plus que convenable. Il a fait une Ligue des Champions dans des circonstances si particulières. Et à l'heure actuelle, je ne vois pas en tout cas qui pourrait le remplacer en ayant la certitude que ça soit un vrai plus. J'espère juste, par contre, qu'il n'aura absolument pas la main sur le mercato, car ce type a tout sauf la carrure d'un manager général, et c'est ce qui risque d'être problématique vis-à-vis de Leonardo, qui est lui-même assez décevant, mais bon, c'est un autre sujet. Lionel, Ben, moi, je pense qu'on n'ira pas plus haut avec Tuchel. Et, à mon humble avis, je pense qu'il faut redémarrer un nouveau cycle. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être pendant un an de plus avec lui. Après, des entraîneurs qui sont disponibles sur le marché, il y en a. Tout dépend de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on cherche un manager ou quelqu'un avec peut-être un plan de jeu ou autre, mais je pense que des entraîneurs au-dessus de lui aujourd'hui sur le marché, il y en a qui sont disponibles. Peut-être que ça ne fait pas arriver tout le monde, mais un Allegri, un Pochettino, pour moi, sont clairement au-dessus de Tuchel et c'est aujourd'hui le plus-value pour le Paris Saint-Germain. Donc, moi, je pense que ça sert à rien de le garder juste pour le garder. S'il y a vraiment la possibilité de démarrer un nouveau cycle et de cette fois-ci avec quelqu'un qui a de vraies idées et de lui donner les moyens et de partir sur un cycle de 3 ans, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quoi? Tu fais confiance à qui, Lionel? Ben, j'ai dit un Pochettino ou un Allegri, mais ça ne me dérange pas. moi, je rejoins plutôt l'avis de Lionel. Ouais, Ma passion dit Tourelle dehors, mais ma raison dit encore plus Tourelle dehors. Je pense que c'est la priorité numéro 1 et absolue de ce mercato. Comme dit Lionel, il faut un nouveau cycle. Il faut arrêter avec ces pseudo-années de transition. Donc finalement, on ne change pas grand-chose. On garde les mêmes leaders. On change juste un coach. On fait un mercato d'ajustement ou de complément sans chercher à modifier le visage. Je pense qu'il est vraiment temps, et c'est là où on va attendre Léo, même si j'ai beaucoup de doutes sur Leonardo, on y reviendra. Il faut, peu importe, que ce soit des autres petites noms, il faut partir sur une nouvelle ligne claire, cohérente, et après on verra. Mais on peut plus se baser sur. Qu'est-ce que veut dire un nouveau cycle si tu gardes les mêmes leaders, si tu Ah, mais fais pas... justement, on en est Mais pas oui, là. mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu es en train d'impliquer, en fait, c'est ce dont tu es en train de parler, c'est que tout à coup, tu as un coach qui soit capable de remettre en cause l'existant. Et, et les deux que vous avez nommés, je ne suis pas sûr, mais vraiment pas, que Pochettino, quand tu vois les recrutements qu'il a fait, Allegri, quand tu vois sa manière de jouer, et ses habitudes avec la Juventus, quel mec il a remis en cause. Tu vois, tu es en train de me dire, il faut tout remettre en cause, mais tu choisis deux mecs qui n'ont pas vraiment remis en cause quoi que ce soit. Je te rejoins sur Allegri, que j'ai nommé de coach Même paillasson. sur Mais Pochettino. je te rejoins pas sur Pochettino, qui n'a jamais décidé du recrutement à Tottenham, c'est vraiment Lévy qui décide. Ouais, mais Tout peut-être Pochettino que- était contre Ça rien. reste un Pochettino, pari, peut-être, du coup, Pochettino. Ça reste, peu importe, ça reste un pari. Là, Mais on au-delà part de sur ça, quelque parce chose, que- on sait que ça ne va pas marcher, donc on ne peut pas aller plus haut. Et perdre une année supplémentaire. Pour moi, si on reste avec Tourelle, on perd une année supplémentaire. Oui, C'est ça, une nouvelle année de pseudo. je suis d'accord avec toi, mais le truc, si tu veux, c'est que Pochettino, tu es en train de nommer, de dire toi-même que c'est un coach qui subissait des choix, et tu es en train de dire que tout à coup, un coach qui subissait des choix dans un contexte qu'on connaît, qui est le Paris Saint-Germain, va être capable d'imposer ses choix, surtout avec un Léo qui est directeur Non, sportif. Pochettino ne choisissait pas les choix. Pochettino ne choisissait pas ses recrues. Et on est déjà dans un point très important, c'est que déjà, si Leonardo peut nommer son coach, tout changerait. Un directeur sportif doit nommer son coach. On a plus ça au PSG depuis des années. Pour lancer un projet, la base, déjà, Leonardo choisit son coach. Et ensuite, on voit la ligne à suivre. Après, on a parlé d'Allegri et Pochettino, mais on pourrait parler d'autres noms. Moi, par exemple, si on va chercher Mota et qu'on construit quelque chose avec Mota, je ne serais pas contre. Mota à la limite. Mais tu vois, quand tu parles de Gallardo, après, on va peut-être laisser parler Lionel. Je veux juste quelque chose de nouveau et derrière cohérent. Et derrière, ce sera Leonardo de le faire. Allô? Allô? Lionel, Oui, ça va couper un peu. Est-ce que tu veux réagir? Non, mais après, moi, j'ai dit, je pense qu'il faut. Après, quand tu dis on n'est pas en cause existant, on a quand même, si on compte bien, on a quand même déjà 5 ou 6 départs. Donc, déjà, l'existant, c'est on est en cause, entre guillemets, de soi-même. Quand tu perds
Cavani, Silva, j'ai plus la liste exacte, Thomas Meunier, enfin, il y a même pas mal de joueurs qui s'en vont. Et je pense que, alors on peut remettre en cause Leonardo, on peut remettre en cause tout le monde, mais je pense qu'ils ne sont pas aveugles. Ils ont bien vu que l'effectif et le milieu de terrain que l'on a est même ça a une carence. Donc, dans tous les cas, on repartirait plus ou moins sur un nouveau cycle. Non, mais c'est juste, c'est juste que dans les 6 changements que tu nommes, Cavani, c'était plus qu'anticipé. Le seul vrai changement, c'est Thiago Silva. Et c'est pas suffisant. C'est juste pas suffisant. Dans cette équipe, tu as besoin d'un énorme coup de fouet. Et à l'heure actuelle, enfin, après, peut-être Théo va nous sortir quelque chose de sa manche parce qu'on n'aura pas vu venir, parce que pour l'instant, on ne voit pas venir. Mais, euh, mais, mais à l'heure actuelle, je vois personne qui est capable de mettre. Tu vois, enfin, un Di Maria, il y a un moment où Di Maria peut être très bon, Di Maria peut être catastrophique. Il y a un moment où il faut arrêter avec cette espèce de truc, cette inconscience infinie. Marco Verratti, il y a un moment où il faut commencer à se poser des vraies questions. Il y a les latéraux, c'est une calamité. Il y a vraiment un chantier à ouvrir. Et je ne suis pas sûr que tu vois, juste en changeant un coach, mais si tu changes rien derrière, ben, ça ne change rien. Et si c'est pour faire ça, ben, autant garder Tourelle 6 mois, il faut garder un peu de vision, se dire, ben, on vire à la fin de l'année prochaine et vraiment construire un nouveau cycle l'année prochaine et se baser sur quelque chose. Ça fait 6 ans qu'on parle de construire un nouveau cycle. Je sais. Et là, je vais passer dans la transition. Parce que moi, quand je parlais de changer Tourelle, c'était pour un changement plus profond. Évidemment, ce n'était pas juste changer Tourelle et garder les mêmes. Mais quand je vois que Tourelle veut prolonger Silva, tu te dis qu'il n'affluera jamais une nouveauté ou une ouverture pour le futur. Donc, Oui. Dans tous les cas aussi, le mercato qui s'annonce ne permettra pas non plus de faire d'envoyer un tas de joueurs de faire des joueurs partir. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui ont les moyens aujourd'hui, même si on peut envisager son départ, de se payer un Verratti au montant que le Paris Saint-Germain espère obtenir. La liste de joueurs est quand même assez longue. Donc, je pense qu'on peut déjà redémarrer un cycle avec une vision footballistique, avec un nouveau coach qui va arriver, on va lui donner peut-être 3, 4, 5 joueurs, et dans sa deuxième année, lui donner l'effectif pour pouvoir vraiment arriver dans sa troisième année au top de ce qu'il peut faire. Du coup, je vais relancer Dreyas, parce que c'est lui qui a lancé l'ouverture du changement à venir. Dreyas, pour toi, qu'est-ce que doit faire le PSG dans l'avenir pour vraiment continuer à performer et aller encore plus haut? Quel est le projet, quel est le nouveau projet que le PSG doit construire et comment peut-il y arriver? Bah, d'une manière simple, en fait. On a un directeur sportif qui a une vision sportive qui nomme lui-même son coach, qui va exprimer ses souhaits en termes de joueurs, et le directeur sportif se démarque pour ramener les joueurs par rapport à ça. C'est juste une recette simple qui a marché dans des clubs, et voilà. Et à Paris, si on va pas faire l'historique, mais on peut parler de Caen qui était l'assistant de machin, on peut parler de Laurent Enrique qui a jamais pu choisir son coach. On peut parler, le dernier coach qui a été choisi par un directeur sportif, c'était Léo, et c'était encore Ancelotti. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans. Et depuis, on enchaîne les années avec des coachs qui sont des Xème choix. Effectivement, il y a eu un pari comme ça a été nommé, qui était Emery. Et c'est un pari qui, pour moi, m'a apporté satisfaction, mais qui, dans l'ensemble, n'a pas apporté satisfaction. Et c'est juste qu'il y a vraiment un gros coup de pied à donner à la fourmilière. Il y a besoin de restructurer le club de fond en comble. Et je ne sais pas si on est capable de le faire, si on a la volonté de le faire. Et pour l'instant, en fait, définir un plan de futur pour ce Paris Saint-Germain, tant que ça n'est pas arrivé, c'est juste impossible. Ça va continuer de la même manière avec des bouts de coach qui vont continuer, peut-être, parce que là, on a un coach qui nous a amené, quand bien même le contexte, en finale. Le contexte, c'est le parcours. Et le parcours. Des équipes de chapeau 3. Non, mais il y a un sujet là-dessus derrière. Est-ce qu'on a fait un progrès mental? Est-ce que notre parcours en Ligue des Champions représente un progrès mental? Mais au-delà de ça, voilà, peut-être on peut compter sur Leonardo qui va nous trouver une ou deux trouvailles. Mais on n'a jamais vraiment vu Leonardo construire un projet, etc. Tu vois, je n'ai pas vraiment d'espoir en fait, pour répondre à ta question. Je vais poser la question à Ludovic. Est-ce que pour toi, Leonardo
peut-être un homme qui peut incarner un projet, une nouvelle idée, ou est-ce que c'est plus un homme d'opportunité? J'avais déjà posé cette question aux deux intervenants, je veux ton avis. Il y a un an, je t'aurais dit oui, évidemment. Là, je commence à être plutôt sur le deuxième avis. Moi, je suis très sévère sur un point qui me tient à cœur, donc je vais l'évoquer tout de suite. C'est le cas Icardi. Icardi, là, je suis droit dans mes baskets, je suis droit avec ma conscience. Tu pourras très bien le confirmer, Basto et toi, Ah non, tu Darius. l'adorais, t'étais à fond pour sa venue. Vous avez, tu tournes ta veste vite. vous avez bien compris l'ironie. Ah, mais pas du tout. Tu t'arrêtes pas de parler de l'Inter de Milan. Vous avez bien compris l'ironie, même quand il plantait ses 2 buts par match en octobre, novembre, décembre, je le trouvais mauvais, inutile. Et pour moi, avoir quelque chose qui ressemble à du Trezeguet dans un grand club comme est censé être le PSG, ça ne peut pas marcher. Et là, on a vu, donc depuis, et c'est pas que depuis le déconfinement, depuis le début de l'année civile, Icardi est mauvais. Or, quand ce mec est mauvais, tu joues clairement à 10. Et le fait, oui, qu'on l'ait acheté, donc même si c'est peut-être une somme dérisoire pour le prix d'un bon attaquant aujourd'hui, ça prouve une petite faiblesse, à mon sens, de Leonardo là-dessus. Mais ça, j'avais envie d'y venir sur Icardi. Je suis très sévère sur ce joueur et très mécontent qu'on ait cet attaquant comme étant censé être la future pointe du PSG. Et ça, j'en suis mais vraiment, vraiment, vraiment pas content. On a compris. Et toi, tu partirais sur quoi comme projet du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour incarner un nouvel esprit, ou alors il faut surfer sur l'esprit qu'on a vu cette saison? Et pour moi, en fait, je ne vois pas comment on peut partir de totalement un nouvel esprit. Donc, ou non, pour moi, malgré tout, de manière pragmatique, il faut plutôt partir sur les bonnes bases qui fonctionnent aujourd'hui. Kimpembe, Marquis. Et c'est tout. Non, Mbappé, Neymar, Navas. malgré tout, Navas. Je me pose par contre les mêmes questions sur Verratti, comme le disait Drayas, mais non, je ne suis pas non plus pour tout changer. Il y a des choses qui fonctionnent et je pense que tout changer, pour le coup, c'est complètement utopique. Il faudra fonctionner touche par touche. Par contre, prendre les bonnes touches progressivement sur les 2-3 prochaines saisons. Mais tout changer et tout, ça me semble complètement utopique et illusoire dès cette année et peut-être même dès l'année prochaine, étant donné le contexte autant footballistique propre au PSG que mondial propre. Permets-moi, Ludo, de faire l'avocat de Basto pour le coup, en nommant les coachs et un que tu aimes particulièrement, Andrea Pirlo, qui, le jour de leur arrivée, vont dire bah non, ce joueur, il est Ah oui, très bon, je mais rappelle, il a plus sa place. ils ont résilié les contrats de Matuidi, Higuaín et Khedira. Voilà. Voilà. Et en fait, si tu veux, tu vois, tu peux te retrouver avec des coachs qui vont. C'est pas tout changer, mais c'est juste dire bah, tiens, ce joueur, ce joueur, ce joueur, non. Et on va remplacer par ça. Quand on ça. parle de joueurs, ça, c'est des cadres. Oui, oui, et on va remplacer par ça. Oui, oui, bien sûr, c'est pas les joueurs de fond, voilà, des joueurs de complément. même Thomas Meunier qui presque pourrait être meilleur du cadre. Non, c'est pas Non, les joueurs comme Thomas Meunier. C'est par exemple, tu dis Marco Verratti, bah non, Di Maria. apporte satisfaction. Di Maria. Tu pourrais même envisager Neymar. Tu vois, un coach, et mine de rien, un coach qui arrive, un vrai coach qui arrive, va nommer ses choix. Et c'est pas, il ne s'agit pas forcément de tout changer, mais de donner une direction. Et si tu veux, c'est pas juste par petites touches que tu vas commencer un nouveau cycle, c'est par tout à coup, tu lui amènes un coup de massue, et tu poses ce coup de massue, et c'est là où tu poses les départs, et effectivement, tu vas les concrétiser la deuxième année. Mais c'est pas des petites touches. C'est pas des petites touches. Mais à mon sens, c'est trop dangereux. Dis bravo Andrea Pirlo, s'il te plaît. Andrea Pirlo, on en reparlera dans quelques mois. C'est pas vraiment le sujet. Dis juste bravo Pirlo. Je ne dis pas bravo Pirlo parce que je suis plutôt pessimiste sur ce projet, mais moi, je sais pas, j'ai le souvenir de, puisqu'on parle un peu ça, mais je parle de Villas-Boas quand il arrive à Chelsea, qu'il essaye de mettre un gros coup dans la fourmilière à l'époque avec des cadres comme Terry, etc. Et ça tourne en désastre total. Donc, mais tout ce que tu m'as dit, par exemple, sur Pirlo ou quoi, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit avec le touche par touche. Quand il veut virer Higuaín ou quoi, c'est des joueurs qui sont en déclin, donc c'est assez cohérent et rien de choquant avec ce que je viens de dire avant. Il y a une déclaration choc quand même, il y a un acte de naissance. Ludovic, ton avis toi sur le projet? C'est Lionel, tu voulais dire Lionel, pardon. Bah, moi, j'en ai déjà parlé. Je pense que de toute façon, la conjoncture fait que on ne pourra peut-être pas faire le recrutement qu'on souhaite faire, mais ça fait un moment. De toute façon, l'année dernière, je m'en avais parlé déjà. Je pense que cette année, je vais sur la lignée.
un moment, il faut régénérer un peu cet effectif. Et je pense aussi qu'il faut, alors peut-être pas tomber un peu dans ce que Lyon ou le Barça ont fait à une époque, mais je pense qu'il faut promouvoir un peu la formation parisienne. Parce que c'est des joueurs, c'est des personnes qui vont apporter une identité club. Et on le voit avec un joueur comme Kimpembe, c'est pas le meilleur défenseur du monde, c'est peut-être pas le meilleur défenseur de l'effectif, mais le simple fait qu'ils aient une vraie attache en fait avec ce maillot, avec cette ville, ça donne un supplément d'âme et ça donne envie aux gens autour du club de s'y attacher. Et je pense que c'est important de créer, entre guillemets, cet environnement encore plus dans un Paris Saint-Germain qui appartient à des fonds internationaux, qui perd un peu ce côté parisien. Et je trouve que là, par exemple, comme Kimpembe, on rattache un peu le club à ses supporters. On ressent chez lui ces valeurs parisiennes, parce que même si alors, on critique sa technique, je trouve que c'est un joueur qui est assez propre, avec une bonne relance, etc. Et j'aurais aimé voir au moins dans chaque ligne un joueur qui représente un peu plus Paris. Donc voilà, on retrouvait un peu cette formation et aussi laisser partir des personnes qui ont aujourd'hui une valeur marchande intéressante, comme Marco Verratti, qui est un joueur exceptionnel, mais je trouve qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi tourner la page. Alors, je suis à 200% d'accord avec toi sur Kim. Après, je voulais juste réagir sur le fantasme d'avoir un joueur par ligne qui représentait le club et l'origine et machin truc. Je pense que malheureusement, sans doute, le foot n'en est plus à là. Et je pense que la question est plus d'avoir un joueur au moins performant par ligne, indépendamment du rattachement par club. Et tant mieux s'il permet un rattachement au club. Si on s'enferme dans une logique de tout le temps rattaché au club, je pense qu'on s'enferme dans une logique qui n'est pas forcément bonne. Je vais juste réagir là-dessus, Lionel. Je te redonne la parole. Mais on le voit, même si, par exemple, je prends le Real Madrid ou même le Bayern Munich, on le voit dans ces clubs, même si ce pas des joueurs qui sont formés au club, mais c'est des joueurs qui, par exemple, Sergio Ramos, il est arrivé à 19 ans au Real, on le voit comme si c'est un joueur du Real. Hier, aujourd'hui, à cette attache Bayern Munich, c'est des joueurs nationaux. Et aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, je trouve, quand on voit l'équipe de France, qui est une championne du monde, il y a quand même énormément de joueurs de talent dans cette équipe. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas suffisamment, enfin qu'il n'y ait pas beaucoup qui jouent au Paris Saint-Germain. Mis à part Mbappé, aucun des titulaires indiscutables dans l'équipe de France joue au Paris Saint-Germain. Je trouve que ça manque un peu cette identité euh, française, parisienne dans ce club. C'est pour moi important d'avoir des gens qui comprennent là où ils sont. Et je ne dis pas que des joueurs, par exemple, un joueur comme Marquinhos, qui est arrivé très jeune au Paris Saint-Germain, il a un peu cette identité parisienne, même s'il n'est pas français ou autre. Mais je trouve que c'est important d'avoir ce type de joueurs qui comprennent, parce qu'ils ont grandi dans le club, parce qu'ils ont, enfin, voilà, ils ont grandi dans le club, qui comprennent ce que représente le Paris Saint-Germain. Alors, ça peut être soit de la formation ou de la post-formation, mais je pense que c'est important en fait, pour un club. Moi, je rejoins ton avis, Daniel, et aussi celui de Dreas quand vous parlez d'aller plus loin dans le ménage de l'effectif. Ça fait 5-6 ans que je dis que c'est pas des ajustements qu'il faut, mais un gros coup de ménage. Donc, quand je dis Pochettino, Allegri, je ne lis pas l'avenir. Je ne sais pas s'ils en seront capables. Allegri, sûrement pas. Mais je sais que Tourelle, lui, ne le fera pas. C'est pas Tourelle qui fera le ménage. Donc, je préfère partir sur autre chose parce que lui, on a la certitude absolue que ce ne sera pas le cas. Je pense que la seule solution pour que Paris puisse devenir une équipe vraiment cohérente passe par une constitution de nouveaux leaders et le départ de leaders qui n'ont pas assumé leur rôle. Donc moi, pareil, Verratti, s'il y a une offre, je le vends. Di Maria, c'est fini pour moi aujourd'hui. Le seul départ Silva ne peut pas suffire pour aller beaucoup plus loin. Di Maria ou Verratti. Si on doit se séparer d'Mbappé ou Neymar pour avoir de l'argent pour construire de nouveaux leaders, ça peut se discuter. Ce qu'il faut, c'est l'émergence de nouveaux leaders. On en a un qui arrive, qui est effectivement Kimpembe. Il ne faut pas aller lui mettre un gros défenseur dans les pattes maintenant. Kimpembe, Marquinhos, c'est suffisant. Il faut trouver l'émergence d'un leader au milieu, l'émergence d'un autre leader dans la ligne d'attaque. Et ce n'est pas forcément par l'achat de grands joueurs, hein, ça se fait par l'achat de joueurs qui ont cette possibilité de l'être, même s'il ne viendra pas, un mec comme Alcantara qui
serait tout de suite un leader. Bien, mais lui c'est le profil qui nous manque. C'est la définition qu'on veut dire. Mais quand je t'écoute, Basso, le seul nom qui me vient à l'esprit, c'est Mota, en fait. Mais pourquoi pas? Mais Mota, pourquoi Mais pas? c'est nous seuls. Juste Parce que tu vois, Allegri, c'est clairement pas le profil. Et Pochettino, bah, vu ce qu'il a encaissé à Tottenham, je le vois pas débarquer et faire ça. Donc pour moi, le seul à l'heure actuelle. Il y aurait Gallardo. Non, mais oui, mais Gallardo, il y a un moment. On pourrait être surpris, on ne sait pas. Hein. Oui, il a complètement viré tout le monde à River Plate et refait. Oui, en soi, il a ses capacités, mais Gallardo, ce qui lui manque, c'est une expérience européenne. C'est un moment où tu as besoin un petit peu de. Tu sais, Gallardo, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué en Ligue 1? On parlait tout à l'heure de Andrea Pirlo. Bah ouais, tu veux prendre un pari, bah prends-le avec Mota. Mais Gallardo, pour moi, c'est un pari qui est trop loin, en fait. Oui, non, bien sûr qu'il y a beaucoup de doutes dans ce que je veux et que c'est compliqué à faire. Mais quand on voit les rumeurs actuelles qui seraient de nouveau un mercato d'ajustement, on parle de Marouzic ou je ne sais qui en arrière droit, d'un Ndombele au milieu, on continue à faire des dialogues, des terreurs. Il y a surtout une chose, j'espère qu'on ne fera pas, c'est si on prend de nouveau des joueurs comme Herrera ou Gay, qu'on arrête de leur donner 50 contrats, qu'on arrête de leur donner ces salaires-là. Pourquoi pas. Si on prend des joueurs de complément, c'est 2 ans, c'est un salaire pas indécent. Herrera, pourquoi pas, mais on sait qu'il est beaucoup blessé, mais Gay, tu ne veux jamais 5 ans. Il faut arrêter de mettre des 40 millions sur Terre, des 30 millions sur Diallo. On peut plus se permettre d'être dans des mercatos où on met la moitié de notre budget sur des joueurs qui ne sont pas des leaders et qui sont des petits soldats remplaçants qui ne mettront jamais en danger les joueurs déjà installés. Il faut vraiment un coup de balai, je pense. Je suis d'accord avec toi, On va laisser parler Lionel. Lionel, tu disais? Faisait le total le prix je crois, des joueurs de complément du Paris Saint-Germain, les Kerrer, Gay, Draxler, Paredes. Enfin, je sais plus qui c'est dans la liste. On était à 210 millions d'euros. C'est énorme pour des joueurs de ce niveau-là. On n'achètera jamais de grands joueurs parce qu'on n'a pas l'argent qu'on met que dans des joueurs de complément, oui. Vas-y, Lionel, pardon. Non, mais tout ça pour dire que je pense que, enfin, je revenais sur la formation, mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, un Iconé, j'ai pas toute j'avais envoyé une équipe type de joueurs formés au Paris Saint-Germain à Basto. Je suis persuadé que dans cette liste-là, il y en a 4-5 joueurs aujourd'hui qui auraient été de très bons joueurs de complément ou même des titulaires. Par exemple, Kingsley Coman, on a réussi à le conserver. Sur le banc. Oui, ou Soumaré, Iconé, enfin, il y a quand même, la formation parisienne, sur les 6-7 dernières années, elle est assez performante. Et ça nous permettrait d'avoir un banc de qualité avec des joueurs qui peuvent venir de l'étranger pour compléter cet effectif. Mais je trouve que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui énormément de bons jeunes. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'exploite pas plus un peu cette filière et que ce soit à l'étranger qu'on se rend compte que finalement, on a quand même de très bons jeunes. Dédicace à El Shaddai. Ah, El Shaddai. Ouais, je voulais dire que oui, changer de leader, c'est bien, mais pour qui? Il y a un moment, en vrai, je serais même d'accord avec toi, Basto, mais ça me pourrait être n'importe qui. Ça veut dire quoi, changer de leader de Mais non, terrain? Klopp est arrivé à Liverpool, il a tout changé, il a créé ses leaders. Guardiola l'avait fait à City, il l'avait fait à Munich. Ouais, mais ça reste des paris qu'on réussit. Ouais, mais si tu tentes pas de paris, tu restes dans le même marasme, en fait. Le truc, c'est que si tu tentes rien, bah t'as rien. Alors c'est peut-être mon côté aussi tout aussi frileux que qu'incarne le PSG. T'es le Tourelle du supporter. Mais si tu veux, mais ça me semble tellement dangereux à moi parce que vous me parlez de Diallo, de Paredes. Mais il y a forcément un danger dans la prise de risque. À l'époque, c'était des gens qu'on pensait qu'ils pouvaient devenir bons. Ils se sont révélés. C'était pas des joueurs de complément quand on les a pris. Diallo, bien sûr, aussi. C'est pareil. C'est très bien, Diallo va être remplaçant. Pas Thierry, Paredes, etc. Paredes, c'est fait au mercato à l'arrache. Gay, tu sais très bien qu'il ne sera pas venu. Ah oui, mais enfin, c'est très bien, oui. Moi, j'étais absolument contre ces recrutements à l'époque. J'étais absolument contre ces recrutements à l'époque, notamment, Gay, tu sais ce que j'en pensais à l'époque, notamment du fait que si on recrute un mec de 30 ans d'Everton, s'il avait vraiment été bon, il y aurait eu un club de Big Five anglais qui serait intéressé à lui. Ouais. Et Claudel, oui, toi, t'es complètement pour une prise de risque plus importante. Allô?
Ouais, je disais que toi, tu étais pour une prise de risque plus importante, du coup. Moi, je Dans- pense qu'il faut, cette année, alors c'est vrai que le problème, c'est que est-ce qu'on aura des clubs acheteurs? C'est ça le problème, parce qu'on a des salaires sûrement qui sont très élevés, donc entre le prix du transfert et le salaire, c'est compliqué. Mais moi, je pense que oui, cette année, il faut tourner la page Tuchel, il faut partir sur un mercato pas d'appoint, vraiment faire quelque chose, quitte à avoir peut-être 15-16 joueurs confirmés et puis exploiter, comme on peut le voir avec l'arrivée dans l'équipe de joueurs comme Michael Suisse, Mbele, pour leur donner du temps de jeu en Ligue 1. Et l'année prochaine, après le Covid, rajouter des joueurs supplémentaires pour permettre au nouveau coach de, de, de faire ces 2 dernières années de très bon niveau. Mais rester, enfin, partir sur une troisième année avec Tuchel sans lui accorder de confiance, sans, sans vraiment lui donner la possibilité de discuter sur le mercato parce que tu sais que de toute façon, tu ne veux pas le conserver, c'est refaire le mercato qu'on a fait la saison dernière où finalement on lui donne des choix, mais on sait que bon, c'est pas forcément ce qu'il faut à Paris. Et puis on se retrouve avec des joueurs bah, finalement qui n'ont pas fait l'affaire, mais qui ont beaucoup de contrats, qui ont un transfert à amortir. Et c'est ce qu'on voit depuis 3-4 ans par exemple. Je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce que tu dis. Il y a juste deux éléments, mais ça a déjà été nommé. Le problème, en fait, c'est les coachs que tu nommes pour le faire. Encore une fois, Allegri, c'est vraiment le mec qui fera jamais ça. Et Pochettino, c'est des gros doutes qu'il en a la capacité. Donc ça, c'est la problématique numéro un. Et l'autre problématique, c'est ce désir que tu as de tout, de ramener avec l'identité PSG. Et autant je suis d'accord avec toi qu'elle est nécessaire, autant je pense qu'on est dans une situation d'urgence où on a des besoins qui sont plus impérieux que ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir notamment un latéral droit qui est performant. On a besoin d'avoir un milieu haut, enfin un milieu haut d'ailleurs quand on parle de Thiago Alcantara, c'est pas vraiment un milieu, c'est un milieu bas haut, enfin en gros un milieu qui est performant. On a des besoins qui doivent être adressés maintenant. On n'a pas le temps d'attendre qu'un mec qui soit estampillé PSG parce qu'il vient du Brésil et qu'il est là depuis longtemps, ou qui soit estampillé PSG parce qu'il vient d'ici, qui soit au niveau. Et il y a la problématique de cette urgence et il y a la problématique de trouver de bons coachs. Et les deux noms que tu as nommés, pour moi, ils ne me parlent vraiment pas. Et c'est pour ça que, si tu veux, tu sais, je suis dans cette espèce de non-lieu qui est, bah, comme la solution n'est pas là, bah, j'ai envie de repousser le problème à 6 mois. Il y a 3 jours, Depuis 7 ans. oui, mais hier, tu m'aurais posé la question, je t'aurais répondu avec plaisir, repoussons le problème il y a 6 mois, parce que pour elle m'avait surpris. Maintenant, j'ai eu l'équipe de ce matin, et je suis en mode, mais ouais, il y a quoi comme meilleure solution? Arias, 1 an de vite, partez Tourelle, n'importe qui sauf lui. Et il nous dit, hier, je t'aurais dit. Oui, mais il y a eu l'équipe de ce matin. Moi, Et si l'équipe je de peux, ce matin si je peux, m'a Ouais, complètement Lionel, si tu veux déchanté. répondre à Dreyas. si je peux pas l'adresse, c'est que moi, je suis d'accord que, alors, quand tu dis que peut-être que Pochettino et Allegri, c'est pas eux qui vont venir pour dire, Allegri, on c'est veut mort. tout changer. Allô? Oui, Ouais, oui. ouais, je disais juste surtout Pochettino sans doute et Allegri, c'est mort, c'est sûr. Mais dans l'absolu, dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, on n'a pas besoin d'avoir un entraîneur qui arrive qui dit je vais tout changer parce qu'on a, même si alors, on peut mettre des doutes sur sa capacité de composer un projet sportif ou quoi que ce soit, c'est que Leonardo l'a plus ou moins laissé entendre quand il a parlé de laisser partir Silva, euh, euh, Cavani, etc. Je suis persuadé que si il amène un entraîneur avec qui ben, il peut travailler, il est capable de prendre ce genre de décision. Donc moi, je pense que si on avait, par exemple, comme tu parles de l'organigramme de la Juve, c'est qu'on n'entend pas du tout parler le directeur sportif, c'est plus un responsable de recrutement et Pirlo a un vrai poste de manager. Sauf que dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, le directeur sportif aujourd'hui a un pouvoir au-dessus de ce que peut avoir le directeur sportif de la Juve. Donc je ne suis pas sûr que des Pochettino ou des Allegri seraient un frein à
en changement de cycle à partir du moment où c'est décidé par celui qui a le visage porté du Benjamin Ville, Leonardo. Si lui prend cette décision, à partir du moment où il le fait avec un coach qui va l'accompagner et le suivre dans son idée, ça ne posera pas de problème. Après, pour revenir à l'identité parisienne, comme je t'ai dit, moi, je ne parle pas de forcément avoir euh, des joueurs titulaires aujourd'hui qui sont de cette formation, mais je pense qu'il faut leur faire de la place parce que ce sont des joueurs qui, dans 2, 3 ans, peuvent apporter un plus. Et aujourd'hui, on l'a vu ces dernières années, enfin, il y a eu à l'époque de Laurent Blanc, par exemple, Baebek, qui était vraiment un joueur lambda, qui arrivait à s'exprimer parce qu'il avait à côté de lui 7, 8 bons joueurs. Donc, ce pas des joueurs qui vont peut-être apporter un plus en Ligue des Champions, mais dans la rotation en Ligue 1, dans les matchs de coupe, peuvent gagner un peu de maturité pour pouvoir être prêts dans 2, 3 ans. Donc moi, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin, comme par exemple City ou d'autres équipes, d'avoir 20, 21 joueurs de très haut niveau. Je pense qu'on peut aujourd'hui, avec 16 joueurs de haut niveau et 5, 6 joueurs de centre de formation, que tu fais grandir petit à petit, faire évoluer le club. On a la malchance et la chance d'avoir une Ligue 1 qui nous permet d'intégrer des jeunes plus facilement que si on était en première ligue ou des championnats avec une plus forte concurrence. Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, Lionel, dans le fait qu'un entraîneur n'a pas besoin de tout changer s'il y a un directeur sportif qui incarne cette vision sportive et lui est le décisionnaire. Maintenant, mon doute, c'est est-ce que Leonardo peut être celui qui peut tout changer ça, je ne sais pas. Et là, effectivement, si Leonardo n'est pas, il faudrait un entraîneur qui soit un entraîneur qui décide de changer ses cadres. Mais le doute, il est plus sur Leonardo, du coup, là-dessus. Ça, on peut en discuter, ça, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Et pour revenir sur l'identité parisienne, et je pense que finalement Drea sera d'accord, c'est quand on voit qu'on veut, par exemple, peut-être prolonger Choupo alors que la Kalimundo derrière, c'est faire de la place, comme le dit Lionel, à ces jeunes. Là, on est sur une d'accord. place où Là, ils on est ont d'accord. Mais ça, c'est un prendre des joueurs à 30 millions qui ne sont pas forcément meilleurs que des jeunes du centre qui pourraient avoir leurs 5 ou 10 matchs dans la saison. On a vu Aouchiche qui n'avait pas sa place parce qu'on a recruté notamment des joueurs moyens au milieu. Qui était incapable de les gérer. Voilà, mais Et on a perdu Kwesi. Là, Mais pour lui, il avait cette- lui, il avait pas- pour le coup, le coach a su gérer, Pour le coup, mais aussi, il avait ça. c'est d'autres bugs, ça. Par Oui, contre, voilà. tu parlais en tout cas Est-ce que, par exemple, est-ce qu'un Zagadou, s'il avait demandé au Paris Saint-Germain, ça aurait été moins bien qu'un Abdou Diallo, qu'on a acheté pour millions? Je suis pas sûr. Tu voulais dire un truc, Ludo? Oui, on voulait rentrer dans un sujet encore plus de fond. Ça me renvoie à à une dernière lecture, mais l'Île-de-France, donc on va dire la métropole parisienne, hein, grosso modo l'Île-de-France, est avec Sao Paulo le plus grand pourvoyeur de footballeurs professionnels au monde et de très 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 loin. On a un potentiel dans notre région qui est inouï. Il faut se rendre compte de ça. Et on commence tout juste à en profiter. On commence avec des Kimpembe, avec d'autres joueurs, etc. Et malgré tout, pour l'avenir, on va dire à moyen terme, je suis assez confiant de ce que le PSG peut proposer entre notre masse financière qui aujourd'hui est assez conséquente, mais aussi ce centre de formation dont on commence quand même à profiter. On sort de plus en plus de joueurs qui peuvent avoir le niveau du Paris Saint-Germain. Et là-dessus, tu parlais de mais l'identité parisienne, ça peut nous profiter à terme. Mais il y a un vrai blocage. Voilà, il y a un vrai blocage par rapport à ce que tu dis. Tu vois, typiquement, quand on parle de Choupo-Moting, alors Choupo-Moting est encore une fois est l'héros de la Talenta et bravo à Choupo pour l'avoir fait. Mais non, mais il l'a fait, faut le nommer. Mais t'as un joueur qui est Kalimundo et Kalimundo a autant sa place qu'un Choupo-Moting dans le sens où Kalimundo a vraiment des avantages. Et c'est ça, en fait, la problématique, c'est bien sûr tu es un vivier, mais c'est savoir créer la place pour les éléments de ce vivier. Et à l'heure actuelle, on ne sait vraiment pas le faire. Et il y a un vrai bug. La seule success story, c'était Kouassi. Enfin, non, la dernière success story. Enfin, non, il ne faut pas oublier Kim.
Kimpembe, c'est la vraie success story, mais c'est un cas particulier Kimpembe parce que Kimpembe, on lui a qui fait de la toujours place derrière. en faisant partir David Luiz et en ne recrutant personne. Oui, voilà. Mais Kimpembe, c'est un cas particulier dans le sens où c'est le mec qui a tiré vraiment pas la lumière au début. En centre de formation. Et vraiment un cas particulier. Mais le dernier cas avant Kouassi, si on veut résumer le cas qui est parlant avant Kouassi, c'était Rabiot. Et grosso merdo, jusqu'à maintenant, on n'a pas su créer les conditions pour qu'un jeune puisse s'épanouir en mettant une logique d'intégration. C'est-à-dire que tu leur donnes 15 minutes sur les 6 premiers mois, puis tu leur donnes 100 minutes sur les 6 mois qui suivent. S'ils apportent satisfaction, bah, tu les fais potentiellement rentrer dans la rotation sur les 6 mois qui suivent, et etc. etc. Et on n'a pas cette logique, on n'a pas cette culture-là, et on ne sait pas leur donner leur place, et c'est un vrai problème par rapport aux billets. Surtout que maintenant, on aura le droit à 12 joueurs sur le banc dans 5 remplacements, donc ce qui peut permettre de donner plus de minutes. Exactement, en plus. Avec aussi des jeunes, par contre, qui sont de plus en plus impatients. Ça devient de plus en plus compliqué. Oui, sauf qu'il faut vraiment prendre en compte quel projet sportif dans le Paris Saint-Germain. Tu vois, tu peux pas tomber que sur les jeunes. Tu vas pas me dire que Kouassi n'était pas Kouassi, c'est le cas particulier. Non, mais oui, voilà, c'est vraiment un cas particulier. C'est un cas particulier qui va donner raison, mais il y a d'autres cas. Et c'est quelle est la politique. Enfin, il y a un vrai problème de cohérence au Paris Saint-Germain entre la formation et l'équipe pro. Il y a des transitions qui sont, bah ouais, vous allez pouvoir vous entraîner, ouais, big time, tu vas pouvoir t'entraîner, mais grosso modo, ça va se limiter à ça. Il n'y a pas de politique sportive par rapport à ça. Il y a tout est à construire en fait à ce niveau-là, et pour l'instant, rien n'a été construit et c'est toujours pas mis en place. Lionel, un dernier mot? Non, c'est bon, je pense que tu as été dit. Mais voilà, je pense que c'est ça. Et si on avait gagné avec les champions, je pense que ça nous aurait permis d'être un peu plus relax et de partir sur un projet un peu plus comme ça. Bah, moi j'ai eu Le seul regret, ouais. Je dis j'aurais eu la part contraire. J'ai peur que si on l'avait gagné, on n'aurait rien changé et cherché à rien changer. Prise de confiance. Donc ça, on verra les prochains changements dans les prochaines semaines, déjà au niveau du staff, des recrues, du S'il y en a. S'il y en a. En soi, ne pas faire de changement, oui, bon, on verra ce qui change dans ce club ou ce qui ne change pas. Il y aura beaucoup de points d'interrogation qu'on a qui seront peut-être résolus ou non. En tout cas, on a fini un peu en mode de philosophie sur l'avenir, mais il y a malgré 4 titres et une finale, beaucoup de points d'interrogation sur cette équipe. Beaucoup de choses à changer. Et on verra comment ça se passe. Mais on se retrouvera pour les prochains podcasts pour en parler. Merci à vous de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci aux intervenants. Merci Ludovic pour ta première. Ce fut un très grand plaisir. Merci Lionel. Merci les gars. Merci les gars. Et merci Darius. Ce fut un profond plaisir. Comme d'habitude, quelle chaleur de ton corps. Ah, ça, de mon corps. Ah, on a dit qu'on parlait pas de qui ce soir. Je crois qu'on va finir sur cette belle phrase philosophique nouvelle de Darius. Salut à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.